Alors bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, le chapitre 5 dans lequel on va parler de la mesure de la production et ses limites. J'espère que tu vas bien. Moi ça va, c'est gentil de demander, mais bon, enfin bref, passons s'il te plaît. Avant de commencer, simplement, plusieurs choses. Tu te concentres sur ce que je dis, ok, il va rien se passer le temps que tu regardes cette vidéo. Il n'y aura pas la certif Instagram qui va tomber. Bref, tranquille. Donc, s'il te plaît, tu te concentres, d'accord? Tu regardes ça tranquillement. Même si tu veux le regarder, tu sais, en 1,5, essaye. Après, c'est vrai que je parle vite. Mais moi, tout ce que je te demande, c'est d'être focus sur ce que je vais te dire, ok? Je vais te donner des exemples, tout ça. Et tu vas voir que c'est un chapitre qui est vachement accessible et qui est en plus intéressant, ok? Si ça t'a plu, un petit pouce bleu, abonne-toi, fais tourner à toute ta classe et bon courage si tu es là parce que tu as un contrôle demain. Mais j'espère que tu t'y prends à l'avance. Alors c'est parti, on va commencer ce chapitre en te donnant un exemple. Imagine, je sais pas moi, tu vends des jeans, ok? Tu vends des jeans et en plus tes jeans ils sont vachement accessibles, tu les vends 10 euros. Ouais, tu les vends 10 euros. T'en vends 5. Bah, tu vends 5 chiffres, 5 jeans, pardon. Donc, tu as gagné 50 euros. Ok, félicitations, tu vas pouvoir aller manger avec tes potes. Trop bien. Sauf que la réalité, c'est que ces jeans-là, ils t'ont coûté de l'argent. Ils t'ont coûté, je sais pas moi, de la matière première, ils t'ont coûté de l'électricité, ils t'ont peut-être coûté de la main-d'œuvre, etc. Et en fait, un jean te coûte, en réalité, à toi, jeune entrepreneur, 5 euros. D'accord? Et donc, les 5 jeans que tu as vendus, ils t'ont coûté 25 euros. Ok? Donc en fait, ce que tu as dans ta poche, finalement, c'est pas 50 euros parce que toi, tu as dû donner de l'argent pour pouvoir créer ces jeans-là, pour pouvoir les confectionner, les produire. Donc ce qui te reste dans ta poche, finalement, bah, c'est 50 moins 25, il te reste 25 euros finalement. Ok? Ça va jusque-là? Donc, je répète, tu vends des jeans à 10 euros, tu en vends 5, ça te fait un total de vente de 50 euros. Ok. Sauf que ces jeans-là, ils t'ont coûté 5 euros pièce. Et donc, les jeans t'ont coûté 5 euros. Et donc, ce qu'il te reste, c'est quoi? Bah, c'est ça, c'est 25 euros. Ok. Maintenant, on va utiliser un vocabulaire plus économique. Tu vois, le total de tes ventes, on appelle ça le chiffre d'affaires. Et j'insiste, il y a un S à faire, s'il te plaît, d'accord? Le chiffre d'affaires, il y a toujours un S à faire, ok? Donc, ton chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est le total de tes ventes. Ok? Bah, le coût, forcément, c'est le coût de ta production, donc il n'y a rien à dire. Et tu vois, ce qui te reste, en fait, c'est la richesse que tu as créée. C'est-à-dire que moi, par exemple, tu vois, j'achète une voiture, je ne sais pas moi, au hasard 1000 euros, je la revends 2000 euros, j'ai créé de la richesse. J'ai créé 1000 euros de richesse. Là, ici, tu as créé 25 euros de richesse. C'est-à-dire que tu as eu un investissement, tu as investi de l'argent et tu as créé de la richesse. Et bien, de ce fait-là, cette richesse-là, en termes économiques, on l'appelle la valeur ajoutée. Qu'est-ce que c'est la valeur ajoutée? C'est la richesse que tu crées en produisant des choses. D'accord? Et donc, quelque part, alors, je sais, souvent on parle de bénéfices, etc. Moi, je préfère le terme de valeur ajoutée pour l'instant. Tu verras plus tard pourquoi on n'appelle pas ça le bénéfice finalement. Enfin bref, passons. Mais en tout cas, pour l'instant, je veux que tu gardes ce terme en tête. C'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse créée. Ok? Et donc, il y a une formule de la valeur ajoutée. Et là, cette formule, on peut même la deviner ensemble. Donc, la valeur ajoutée, c'est égal à quoi? C'est égal à quoi la valeur ajoutée? Hop, on va mettre ça en bleu, parce que c'est une notion que tu dois retenir. Ok? Tac. La valeur ajoutée, c'est égal à quoi? Je te laisse réfléchir un petit peu, tu vois, par rapport à l'exemple qu'on a fait là. La valeur ajoutée, c'est la richesse ici. C'est quoi le calcul qu'on a fait pour arriver à cette richesse? Donc déjà, on avait ça ici. Je vais te mettre des couleurs comme ça, tu t'y retrouves. Donc ça, c'est quoi? Ben, c'est le chiffre d'affaires. D'accord? Qu'on va appeler CA. Et ça, tu vois ici, ton coût de production, etc. On appelle ça, d'un point de vue économiste, les consommations intermédiaires. Qu'est-ce que c'est les consommations intermédiaires? Ben, c'est ce que tu vas consommer pour pouvoir produire. Par exemple, je ne sais pas moi, du fil, tu vois, pour tes jeans, etc., etc., de l'électricité. C'est tout ce que tu vas utiliser ou transformer dans le processus de production. Et donc,
Bah, regarde ici, ta taille consommation intermédiaire là. Tac. Hop. Et là, bah, qu'est-ce que tu as? Ta valeur ajoutée. Et donc, finalement, la formule de la valeur ajoutée, c'est CA moins CI. Ça, tu le retiens par cœur, s'il te plaît. Mais vraiment par cœur. Tu le retiens par cœur. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du baccalauréat, même après, même pendant la retraite, si je t'appelle, je te dis « Allô, c'est quoi la formule de la valeur ajoutée ?» Tu me dis CA moins CI. Chiffre d'affaires moins consommation intermédiaire. Ça doit être vraiment, vraiment, vraiment par cœur, s'il te plaît, dans ta tête. Ok? Vraiment par cœur. Tu sais, je fais passer les épreuves du baccalauréat, tout ça. Il y a beaucoup d'élèves, malheureusement, qui ne connaissent pas cette définition. VA, valeur ajoutée, est égal CA moins CI. VA est égal CA moins CI. C'est tout, en fait. Ok? Je vais même te le mettre comme ça. VA est égal, on va mettre un joli égal, ce sera plus pertinent. CA moins CI. Ok? Cette formule, tu me la retiens par cœur à vie. D'accord? Ça, c'est la première notion qu'on doit avoir. Également, tu sais, les entreprises, pourquoi elles vendent? Pourquoi toi, si tu ouvres une entreprise, pourquoi tu vends des produits? Ah, forcément, tu veux faire un bénéfice, tu veux gagner ta vie, tu veux, enfin voilà, aller en vacances, etc. Donc, tu veux faire de l'argent, on va dire. Ok? Comme les jeunes disent, je veux faire de l'oseille. Tu vois, c'est exactement ça. Si tu crées une entreprise, tu veux faire un bénéfice. Et donc, tu as une production qu'on appelle marchande. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le but de ta production, c'est quoi? C'est le profit. Le but de ta production, c'est le profit. Et donc, si le but de ta production, c'est le profit, bien évidemment, tu dois vendre plus cher que ce que ça te coûte. C'est logique. C'est logique. Pourquoi je te dis ça? Parce que imagine, j'achète un jean 5 €, je le vends 2 €. Chaque jean, il me fait perdre de l'argent. Tu es d'accord avec moi? Ça, c'est pas le but d'une entreprise. Le but d'une entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est de vendre et de faire un profit sur ce qu'elle vend. Sauf que, tu vois, il y a un autre type de production qui existe. C'est ce qu'on appelle les productions non marchandes. Alors, qu'est-ce que c'est des productions non marchandes? Je te laisse deviner. Si une production marchande, le but, c'est le profit. À ton avis, ça va être quoi l'objectif d'une production non marchande? Effectivement, c'est de ne pas faire de profit, c'est-à-dire, le but, c'est de servir l'intérêt général, notamment. Ok? Et en fait, la réalité, c'est que la production non marchande, ça va être l'inverse de ça. On va vendre moins cher que le coût. Et donc, on va perdre de l'argent, clairement. Vendre moins cher que le coût. Mais tu me dis, ouais, mais c'est pas logique, finalement, de vendre moins cher que le coût. Je suis d'accord avec toi. Sauf que, tu vois, la production marchande, pardon, elle est assurée par des entreprises. D'accord? Bien évidemment, ce sont les entreprises qui veulent faire un profit et donc qui vont vendre plus cher que le coût que ça leur coûte. Les productions non marchandes, ce ne sont pas les entreprises qui vont, comment dirais-je, assumer ce coût-là ou créer des productions marchandes, mais ce sont les services publics, les administrations publiques, les institutions, etc. Je te donne un exemple très concret. La cantine, d'accord? On va parler de la cantine. Alors des fois la cantine ça peut être vachement bon. Et d'ailleurs je te dis un truc s'il te plaît. Je compte sur toi pour valoriser, respecter, saluer le personnel d'entretien des lycées qui font le passe-passe entre la cantine et le service voilà, des classes, etc. Sans ce personnel-là, on n'est rien. Sans ce personnel-là, on ne travaille pas dans de bonnes conditions, c'est pas propre, etc., etc. Donc, s'il te plaît, je compte sur toi. Je suis convaincu que tes parents t'ont bien éduqué et que tu es un super élève. S'il te plaît, la plus haute forme de respect vis-à-vis de ce personnel-là, parce que malheureusement, pas que les élèves, mais on voit des fois des personnes qui se permettent de prendre ces personnes-là de haut, alors que dans les lycées que j'ai fait, je n'ai jamais vu des gens avec autant d'humanité que ce personnel-là. Parenthèse fermée, je compte sur toi. Alors, on va prendre la cantine. La cantine, par exemple, je sais pas, on va dire au hasard, tu payes, mais vraiment, je dis au hasard, 4,90 € le repas. Ok? Donc, quand même, dans le repas, tu as quand même, je sais pas moi, tu as entrée, plat, dessert, tu as de l'eau, il y a le chauffage, il y a l'électricité, etc., etc. En réalité, on va ensemble réfléchir un petit peu au coût de fabrication d'un repas de cantine pour un élève. Alors, qu'est-ce que ça comprend comme coût? Déjà, il y a le transport.
Parce que les marchandises, il faut les ramener au lycée ou au collège. Enfin là, t'es lycéen, mais il faut les ramener. Ok, il y a le transport aussi. Il y a le coût de la matière première. Le coût des matières premières, bien évidemment, ce qu'il y a dans ton assiette, bien évidemment que ça a un coût. Ok. Ensuite, il y a l'électricité. Pourquoi? Parce qu'il y a le four et il y a le gaz aussi, etc., etc. Ensuite, il y a le personnel. Ensuite, il y a l'eau. Bah oui, parce qu'il faut nettoyer les couverts, etc., etc. Ensuite, il y a le matériel, parce que le matériel, malgré tout, ça s'use au fil du temps, et bien évidemment, il faut le remplacer, etc., etc. Je te pose une question. Est-ce que tu penses que tout ça, pour une personne, ça vaut 4,90 €? Bien évidemment, non. Ça vaut beaucoup plus cher que ça, en réalité. Ça vaut beaucoup plus cher que ça. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que le but de la cantine, ce n'est pas de faire du profit. Le but de la cantine, c'est quoi? C'est de servir l'intérêt général. C'est-à-dire que l'objectif de la cantine, c'est de se dire, on va permettre aux élèves de manger un repas au lycée. Et donc, notre but, il n'est pas de faire un profit sur le service qu'on rend, mais bien de servir l'intérêt général, c'est-à-dire augmenter le bien dans la société pour faire simple et satisfaire les besoins de chacun. Et donc, pourquoi on le fait payer? Parce que quand même, il faut une participation financière pour ça, mais malgré tout, ça coûte beaucoup plus cher que 4,90 € finalement par élève. Et donc, qui supporte ça? C'est l'administration publique. D'accord? C'est l'administration publique. Voilà, en l'occurrence, là, la région, les collectivités territoriales, etc., etc. D'accord? Donc, on a deux types de production. On a la production marchande ici, dont l'objectif est de faire un profit et qui est créé par les entreprises. Et tu as la production non marchande qui, elle, sert l'intérêt général. D'accord? Et donc, ensemble, on va parler de quelque chose, d'un autre indicateur, si je puis dire, qui est important et que tu dois apprendre à connaître. C'est ce qu'on appelle le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut. Alors, c'est un nom un petit peu barbare. Je te le donne pour ta culture personnelle. C'est un économiste, je crois en 1936, je suis sûr dans les années 30, mais il me semble que c'est 36, mais je ne suis pas sûr. Je vais d'ailleurs te donner son prénom, si tu veux, Simon Kuznets, qui a créé cet indicateur-là. Et en fait, cet indicateur-là, le produit intérieur brut, qu'est-ce qu'il calcule, si je puis dire? Qu'est-ce qu'il comptabilise? Il comptabilise la richesse créée par un pays sur un an. S'il te plaît, par cœur. Si on te parle du PIB, il y en a qui disent le PIB, le produit intérieur brut, si tu entends ça, je sais pas moi, dans une émission à la radio, sur une vidéo, même sur un réel ou un TikTok ou je ne sais quoi, si tu entends parler du produit intérieur brut, tu sais que c'est en fait la richesse créée par un pays sur un an. Par exemple, si on te parle du PIB de la France, tu sais que ça calcule la richesse créée par la France sur un an. Ok. Maintenant, je te pose une question pour une entreprise. Comment on appelle, en termes économistes, la richesse qu'elle crée? Je t'en ai parlé tout à l'heure, j'espère que tu as bien suivi. Tout à l'heure, je t'ai dit, la richesse créée d'une entreprise, par une entreprise, ça a un terme en économie. Quel terme ça a? Et en principe, tu te souviens, je vais te remontrer tout à l'heure, je t'ai dit que la valeur ajoutée, c'est ce qu'on caractérise pour exprimer la richesse créée, c'est ce qu'on utilise, plutôt ce qu'on emploie pour exprimer la richesse créée par une entreprise. Ok? Et donc le PIB, on peut se dire, ouais, ça calcule la richesse créée par un pays, mais comment on fait? Clairement, c'est la somme des valeurs ajoutées. Tout simplement. Le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Et aussi, ça comprend les productions non marchandes. Donc les productions non marchandes, comment il va les calculer? Il va les calculer au coût de production plutôt que au prix de vente finalement. Voilà. Donc, le produit intérieur brut, qu'est-ce que c'est? C'est la richesse créée par un pays sur un an, c'est-à-dire que c'est la somme des valeurs ajoutées. Ok? Mais du coup, regarde, le problème avec le PIB, c'est quoi? C'est que c'est un indicateur qui est imparfait. Et pourquoi c'est un indicateur qui est imparfait? Je vais te donner un exemple. Alors, est-ce que si une entreprise crée un bâtiment, est-ce que ça crée de la richesse? Bien évidemment oui, parce que ça a créé du travail, etc., etc. Ok, super.
Sauf que, imagine que tu as, je sais pas moi, une guerre, ou alors une tempête, ou alors un phénomène météorologique. Ok. Il y a un bâtiment, tu vois, tu es en ville, et il y a un bâtiment qui s'effondre. Ou alors il y a une guerre dans un pays, je ne sais quoi, et tu as des bâtiments qui sont rasés. Ok. Eh bien, cette guerre, elle va avoir un effet positif pour le PIB. Pourquoi? Parce qu'on va devoir reconstruire. Et lorsqu'on reconstruit, eh ben, forcément, ça crée de l'emploi. Ça dope l'activité des entreprises, etc., etc. Et donc, lorsque j'ai une guerre dans un pays, ça peut avoir un effet positif sur le PIB. Mais c'est dingue. C'est-à-dire que le PIB, en fait, c'est un indicateur quantitatif. Il ne se pose pas la question de la qualité de vie. C'est-à-dire qu'il va mesurer la richesse, mais il ne va absolument pas faire attention si les gens sont heureux, enfin voilà, le bien-être du pays, la sécurité, si les gens ont des loisirs, etc. etc. Donc c'est un indicateur purement quantitatif. Il va calculer la richesse du pays, mais voilà, de manière comptable si je puis dire, c'est-à-dire sans se poser de questions sur la réalité du pays, etc., etc. Et une guerre peut avoir un effet positif. Il y a un économiste français très connu qui s'appelle Bastiat. Et Bastiat, il nous parle du sophisme de la vitre cassée. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu pour reprendre l'exemple. Il nous dit qu'en fait, une vitre cassée, c'est bon pour la richesse finalement. C'est-à-dire que si je casse une vitre, bien évidemment, je vais devoir employer des gens pour soit la réparer ou la faire remplacer, etc., etc. Et donc que la casse est bonne pour la richesse d'un pays. En gros, c'est ça l'idée. Et de ce fait-là, le PIB, c'est un indicateur purement quantitatif. Et donc, il ne prend pas en compte le bien-être d'un pays. Il y a plein de choses aussi qu'il rate, le PIB. Par exemple, je ne sais pas moi, imagine... tu fais du bénévolat dans une association, ok? C'est bien un service, c'est bien une production de service. C'est-à-dire que toi, en tant que bénévole, tu vas apporter des choses et ça, c'est une production et tu vas rendre un service. Le bénévolat, c'est pas compris dans le PIB non plus. Également, il y a les activités illégales, ça va de soi, mais malgré tout, ça reste une production de richesse parce qu'il y a un bénéfice qui est fait, une valeur ajoutée, etc., etc. Ça n'est pas pris en compte non plus dans le PIB. Par exemple, je ne sais pas, moi, s'il y a un papa ou une maman au foyer qui va, ou alors un frère ou une sœur, etc., qui va, je ne sais pas, moi, faire de la garde d'enfants ou alors du ménage chez un cousin ou je ne sais quoi, ça non plus, ce n'est pas pris en compte dans le PIB. C'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte le travail non rémunéré. Et également, si par exemple, moi je travaille, mais que je fais, je sais pas, moi je garde des enfants et qu'on me donne un billet à la fin de ma prestation, forcément, c'est pas déclaré, donc forcément, c'est pas compté dans le PIB, mais pourtant, il y a bien une production. Et donc, tout ça, le PIB ne le prend pas en compte, et c'est pour ça que c'est un indicateur imparfait. Ok? Et donc, il y a d'autres indicateurs qui viennent. Comment dirais-je, qui viennent, je ne vais pas dire corriger, mais compléter plutôt le PIB. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres indicateurs qui viennent compléter le PIB. Il y a un indicateur qui est très, très, très connu et qui s'appelle l'IDH. Et l'IDH a été créé par le Programme des Nations Unies pour le développement, ce qu'on appelle le PNUD. Bon, ça, tu n'es pas obligé de le retenir, mais je te le dis quand même. Alors, l'IDH, qu'est-ce que c'est? C'est l'indice de développement humain. Et en fait, l'indice de développement humain, contrairement au PIB, c'est qu'il est à la fois quantitatif, et également qualitatif. C'est-à-dire qu'il va se poser la question de la qualité de vie des personnes. Là, ici, on a vu, le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. On n'en a que faire de savoir s'il y a des guerres, si les gens sont bien, s'ils sont heureux, etc. L'IDH, par contre, c'est un indicateur qui, à la fois, va avoir un pan quantitatif et également qualitatif. Alors, cet indicateur, il repose sur 3 critères
Donc le premier critère, c'est le PIB par habitant, c'est-à-dire qu'on va prendre le PIB, la richesse créée par un pays sur un an, et on va le diviser par le nombre d'habitants. Pourquoi? Parce que voir si effectivement tu peux avoir, je sais pas moi par exemple, un très très faible PIB avec énormément d'habitants, forcément tu te dis que la moyenne de ces habitants-là, elle est très pauvre. Et en fait, si tu veux, ça permet de voir si chaque habitant profite d'un gros PIB. Parce que le PIB en lui-même, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne montre pas les inégalités, ça ne montre pas les différences de richesse entre les habitants. Et donc là, on va prendre en compte, si tu veux, du nombre d'habitants du pays. Et donc, c'est un indicateur qui est plus juste que le PIB en soi, puisqu'on va voir, on va ramener le PIB au nombre d'habitants. Ok? Donc ça, c'est le premier indicatif, le premier critère, pardon, et indicateur, le PIB par habitant. Le deuxième, c'est l'espérance de vie. Donc pareil, l'IDH va prendre en compte l'espérance de vie, c'est-à-dire qu'on va se poser la question, tiens, est-ce que ce pays, est-ce que les habitants de ce pays vivent longtemps? Et ça, clairement, c'est un indicateur qui est intéressant. Pourquoi? Parce que on se pose la question de savoir si la qualité de vie, elle est bonne. Parce que bien évidemment, dans un pays dans lequel on vivrait plus longtemps, ça suppose un système de santé qui tient la route, etc. etc. Et de ce fait-là, on se pose la question aussi de savoir si la qualité de vie est bonne. Plus l'espérance de vie à la naissance est élevée, plus on considère que la qualité de vie du pays est bonne. Et enfin, le troisième, c'est le niveau d'éducation des enfants à partir de 15 ans. Ou 17 ans, je ne sais plus exactement, tu vérifieras. Mais le troisième critère, c'est le niveau d'éducation. C'est-à-dire, voilà, on va se poser la question, est-ce que dans le pays, il y a beaucoup d'analphabètes? C'est quoi le niveau d'éducation? Est-ce qu'il y a une part qui suit des études supérieures, etc., etc. Et donc, ça aussi, c'est un indicateur clairement qualitatif. Pourquoi? Parce qu'on va se poser la question du niveau d'éducation du pays. Donc ici, le PIB par habitant, on a un indicateur qui est plutôt quantitatif. Alors que là, clairement... Hop, je vais le mettre en, je sais pas moi, en marron. Voilà, ici on est clairement sur un critère plutôt quantitatif, alors qu'ici on est plus sur un critère qualitatif. Hop. Et là également sur le niveau d'éducation, on est plus sur un critère qualitatif. Ok. Il y a plein d'autres indicateurs. Il y a par exemple, je peux te parler de, je sais pas moi, le BIB. Le BIB, c'est le bonheur intérieur brut. C'est le Bhoutan qui a mis ça, qui a développé ça. Et en fait, ça mesure l'état de bonheur dans un pays. Je crois que ça a été créé dans les années 70, si je dis pas de bêtises, 1972, mais tu vérifieras. Il y a l'empreinte écologique. En fait, l'empreinte écologique, qu'est-ce que c'est? Ça comptabilise la pression que les êtres humains exercent sur les ressources naturelles. Ok, donc voilà. Il y a aussi l'Overshoot Day. L'Overshoot Day, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le jour dans l'année où la Terre est arrivée, n'a plus les possibilités de se régénérer. C'est-à-dire que, par exemple, je sais plus c'était quand, je crois que c'était en août, mais en gros, en août, on est censé avoir consommé les ressources naturelles que la Terre est capable de reproduire sur un an en fait. C'est-à-dire que on a déjà dépassé de beaucoup de mois ce que la Terre est capable de régénérer. Donc on appelle ça l'Overshoot Day, c'est-à-dire qu'on a épuisé les ressources de la Terre sur un an, bien avant la fin de l'année finalement. Donc voilà, il y a plein d'autres indicateurs qui viennent compléter le PIB, mais déjà si tu connais l'IDH, l'empreinte écologique, c'est déjà très bien. Et puis voilà, ok. Donc on récapitule rapidement ce cours. Donc on a vu tout d'abord la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, qu'est-ce que c'est? C'est la richesse créée par une entreprise. Elle se calcule avec la formule CA moins CI, chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires. Ensuite, on a différencié la production marchande dont l'objectif est de faire un profit qui est créé par les entreprises. On vend plus cher que le coût de production. Et il y a la production également non marchande, dont l'objectif est de servir l'intérêt général et pour laquelle on va vendre moins cher que le coût, et elle est assumée par les collectivités, les administrations, les services publics. Ensuite, on a vu le produit intérieur brut, on a vu que c'était la somme des valeurs ajoutées, c'est la richesse créée par un pays sur un an. On a vu que c'était un indicateur imparfait parce que c'est un indicateur qui est purement quantitatif, qui ne prend pas en compte un grand nombre d'activités et qui est assez paradoxal parce qu'une guerre peut avoir un effet positif sur le PIB. Et
enfin, on a vu l'IDH, l'indice de développement humain qui a été proposé par le PNUD. Et en fait, c'est un indicateur qui a 3 critères, à la fois quantitatif et qualitatif, le PIB par habitant, l'espérance de vie et le niveau d'éducation. Et on a vu d'autres indicateurs qui viennent compléter un petit peu le PIB. J'espère que c'est clair pour toi. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. Je te promets pas d'y répondre, mais je ferai le maximum. Si ça t'a plu, un petit pouce bleu, un petit abonné, fais tourner à toute ta classe. Et franchement, j'espère que tu vas avoir une bonne note si jamais tu regardes ça suite à une évaluation. Et j'espère surtout que c'est plus clair, ok, que ça a du sens pour toi. Et puis, continue de développer ton potentiel. Et je te dis à très bientôt. Salut, bye bye.